C'est l'heure de la voix libre sur France 3. Bonjour, bienvenue. Comme chaque semaine, on prend le temps de découvrir une personnalité de la région. Et aujourd'hui, c'est un des hommes politiques de l'année que nous accueillons. Bonjour Gaël Perdriau. Bonjour. À 42 ans, vous êtes devenu le maire de la 14e ville de France, la deuxième de la région, Saint-Étienne, bien sûr. Vous avez ramené Saint-Étienne dans le giron de la droite. C'était en mars dernier. Regardez. Cette victoire, c'est votre victoire! Merci à tous les Stéphanois. Merci à ceux qui, très majoritairement, avec un score sans appel, nous ont fait confiance pour relever Saint-Étienne. Est-ce que ça reste un moment fort de votre vie, au-delà même de votre vie politique ? Ah bah bien sûr, parce que c'était une campagne très, très longue, très intense, où on a décidé de porter ce projet auprès des Stéphanois. Une campagne de terrain très très intense. Et c'est vrai que cette victoire, beaucoup de Stéphanois l'attendaient. Et on a attendu les résultats, évidemment, avec impatience. On a senti une vraie joie populaire lors de l'annonce des résultats. Et une vraie libération aussi pour la ville. Ça fait 8 mois. Est-ce que vous êtes encore en phase de rodage ou est-ce que maintenant vous êtes plus dans l'action ? Non, nous sommes d'ores et déjà dans l'action. On l'a été, je dirais d'ailleurs, dès le lendemain de l'élection. Je m'attendais d'ailleurs à pouvoir profiter de la victoire un peu plus longuement, mais très vite, le sens des responsabilités, le poids de celle-ci également l'ont emporté. Et très vite, l'organisation des services, la mise en place de l'équipe ont pris le dessus et on a été très très vite dans les projets, dans la préparation de notre projet de territoire. Est-ce que vous voulez un mandat en rupture par rapport à ce qui s'est passé sur les 6 années de mandature socialiste avec Maurice Vincent ? C'est certain que ma priorité, c'est de rendre leur fierté aux Stéphanois. Et c'est d'impulser cette nouvelle dynamique dans une ville qui a été atone pendant 6 ans. Et donc ça demande énormément d'énergie, mais j'en ai beaucoup. Ils ont des noms un petit peu étranges, les swaps, les snowballs. Leur nom officiel, ce sont les emprunts structurés, des prêts bancaires un peu particuliers dont on va vous expliquer en gros le fonctionnement, qui ont rapidement été surnommés les emprunts toxiques. Inventés à la fin des années 90 par la banque Dexia, ils ont été vendus à des milliers de collectivités en France et ont fait flamber leurs dettes. Dans la région, il y a eu de nombreuses victimes de ces emprunts toxiques, pas des moindres. Les villes de Sassenage, les hôpitaux de Roanne ou encore de Saint-Étienne, les départements du Rhône et de l'Ain, et donc la ville de Saint-Étienne. Je vais appeler à nous rejoindre Christophe Faverjon, qui est le maire de la commune d'Unieux, qui se trouve elle aussi dans la Loire, à côté de Firminy, et qui, elle aussi, s'est retrouvée complètement plombée par ces emprunts toxiques. Bonjour Christophe Faverjon. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes un héros de BD, figurez-vous. Je dis héros de BD car vous êtes figuré dans le magazine de reportage La Revue Dessinée, voilà, qui se trouve ici, qui consacre une enquête assez poussée justement sur ces emprunts toxiques dans son numéro d'automne. Enquête qui au passage explique assez bien le fonctionnement compliqué des emprunts toxiques. Alors on va essayer de résumer, d'expliquer rapidement de quoi il s'agit. Ce sont en gros des bombes financières à retardement. Jusqu'à un moment, tout va bien, mais ça peut exploser quasiment à n'importe quel moment. C'est ça un peu l'idée ? Oui, ce sont des emprunts qui sont caractérisés par 2 choses. Une période à taux fixe, avec en général avec des un taux très bas, très attractifs, 0, 1, 2%. Et puis, à partir de 3, 4, 5 ans, le taux devient indexé sur un certain nombre de valeurs financières, bien souvent l'euro par rapport au franc suisse. Des monnaies, la plupart du temps. Exactement. Et les taux peuvent flamber. La ville d'Unieux, par exemple, a vu la demande de Dexia de financer 25% d'intérêt en 2012. 25% d'intérêt, c'est 800 000 euros. C'est l'équivalent du coût de fonctionnement des écoles de la ville. Donc vous voyez que ce sont des montants astronomiques. Comment alors, une commune comme Unieux, on peut comprendre qu'elle se fasse piéger. Ce n'est pas des professionnels de la politique qui sont là. Mais des villes comme Saint-Étienne, Michel Thiollière à l'époque, ou des départements comme le Rhône avec Michel Mercier, comment elles ont pu se faire piéger par ces emprunts ? Est-ce qu'il y avait une espèce de naïveté de se dire que non, jamais les taux flamberaient à ce niveau-là ? Je crois qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a des maires de bonne foi qui, effectivement, étaient victimes des banques, qui n'ont pas dit la vérité. Je crois que c'est très important de le souligner. D'ailleurs, dans les recours que nous avons en justice, nous attaquons cet aspect, défaut de conseil. Et puis, il y a également des maires qui ont signé en toute connaissance de cause, considérant que les taux d'intérêt faibles de début de période valaient le coup et qu'ils trouveraient le moyen
moyens, d'une manière ou d'une autre, de s'en sortir. L'histoire leur a donné tort. Gaël Perdriau, vous n'êtes maire que depuis 8 mois, Oui. mais vous êtes élu depuis très longtemps à Saint-Étienne, depuis 1995. Donc vous étiez dans la majorité de Michel Tolière à l'époque où ces emprunts ont été signés. Évidemment, vous n'étiez pas adjoint de finance, ce n'est pas vous qui avez signé ces emprunts. Est-ce que vous aviez conscience, vous, à la limite élu de base, qu'il y avait des emprunts aussi dangereux qui étaient signés où vraiment personne n'avait rien vu venir ? Non, non, absolument pas. Et d'ailleurs, je dirais qu'il a fallu la crise financière mondiale fin 2008 pour que les communes prennent conscience de la dangerosité de ces C'est-à-dire qu'avant prêts. 2008, comme les taux de change des monnaies étaient normaux, tout allait bien. Mais c'est quand les Exactement. monnaies se sont mis à flamber que les taux d'intérêt et le côté bombardement s'est déclenché à ce moment-là. Exactement. Et l'ensemble des contrôles de légalité dans les préfectures, y compris d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère des collectivités locales, n'ont émis aucune alerte. Il a fallu attendre fin 2010 pour que le ministère de l'Intérieur commence à prendre des dispositions pour interdire ce genre d'emprunt. Quand Michel Tolière signe ses emprunts, il est dans une situation assez particulière, voire difficile, c'est-à-dire de Saint-Étienne qui perd de la population, qui a moins de ressources financières et en même temps une volonté forte de Tolière à l'époque de vouloir faire beaucoup d'investissements, Oui. qu'il a financé par l'emprunt et c'était des bonnes affaires. Ça a semblé des bonnes affaires à cette époque-là, ces emprunts. Effectivement, c'est vrai que les marges de manœuvre sont très très réduites. Une fiscalité qui a été maîtrisée jusqu'aux élections municipales de 2008 et une volonté effectivement de rebondir avec des investissements structurants pour la ville, d'ailleurs qui ont été salués par le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui dit que ces investissements sont pertinents et qu'ils ont contribué aussi au rebond de Saint-Étienne et de son agglomération. Et donc il a fallu trouver effectivement des prêts attractifs. Et il s'est sans doute laissé influencer par ces propositions. Et puis par la banque aussi, hein. Dexia principalement, mais il y a d'autres banques, mais c'est quand même principalement Dexia qui est en cause, ex-Caisse des dépôts, enfin qui est une émanation de la Caisse des dépôts et consignations de gens d'une banque qui finançait déjà les collectivités locales et qui s'est retrouvée en fait dans le monde de la haute finance avec des élus qui n'ont pas vu venir ou qui n'ont pas vu là où ils étaient en train de mettre les pieds. Oui, Dexia, qui était à l'origine une banque publique, qui était le principal financeur des collectivités, s'est retrouvé mise en concurrence avec des banques privées. Et face à cette concurrence, a cherché des moyens d'accroître finalement, au moins de maintenir ses profits. Et c'est à cette période que sont nés ces fameux emprunts toxiques. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que Dexia qui en a proposé, puisque nos collectivités sont aussi victimes d'emprunts qui ont été proposés par la Caisse d'épargne, par DEFPA, par Natixis, toute une série de banques qui ont suivi le sillon qui a tracé initialement Dexia. Pendant 6 ans, le maire socialiste de Saint-Étienne, Maurice Vincent, a tenté de renégocier ses emprunts, ce qu'il a réussi d'ailleurs parfois, notamment avec la Deutsche Bank. Il a également présidé une association qui s'appelle les acteurs publics contre les emprunts toxiques, auquel a succédé le vice-président aux finances du Conseil général de l'Ain, Christophe Greffet. Ça a été un des grands thèmes de la dernière campagne électorale en mars entre vous, Gaël Perdriau, et Maurice Vincent. Je voudrais qu'on regarde cet échange que vous aviez eu tous les deux, c'était il y a presque exactement un an. On était venu faire une émission à Saint-Étienne, dans le musée de la Mine, et vous aviez eu à l'époque ce débat sur les emprunts toxiques. Il y avait 15 emprunts toxiques, il n'en reste plus que 5. Mais sans bataille de communication, vous pensez sérieusement que ces grandes banques auraient bougé? Mais c'est une plaisanterie. C'est de la politique qui est vue... c'est la politique des bisounours. Quand vous voulez revenir sur des contrats graves, très pénalisants pour la ville, qui ont été signés tout de même par mon prédécesseur et votés par M. Perdriau, vous croyez que vous allez venir en disant « Écoutez, il y a une petite erreur, il y a juste 150 millions à récupérer, c'est une plaisanterie. » C'est un mensonge important et qui a beaucoup dégradé l'image de Saint-Étienne pendant ces 6 ans. La ville était endettée. Pourquoi c'est important? La ville était endettée, bien sûr, Il y avait elle est quand même des endettée. emprunts toxiques. Mais la ville se désendette depuis 1994 de manière continue. Vous êtes aux affaires depuis Gaël Perdriau. Les comptes, vous les voyez, vous les avez eus, vous avez fait votre budget. Quelle est aujourd'hui la part de ces emprunts structurés dans l'endettement de Saint-Étienne? À l'époque où Maurice Vincent a été élu, c'était à peu près 70%, c'est beaucoup moins aujourd'hui. 25% aujourd'hui. Donc c'est le résultat en partie du travail de Maurice Vincent. Ce que vous avez dit pendant toute la campagne, c'est qu'en gros, il n'a fait que ça, quoi. Je ne vais pas reprocher de s'occuper de cette situation et je n'ai jamais nié la dangerosité de ces emprunts. Ce que je lui ai reproché, c'est de n'avoir parlé que de ça pendant 6 ans,
Alors que quand on veut attirer des investisseurs, quand on veut donner envie tout simplement aux gens de venir vivre à Saint-Étienne et de venir profiter de toute l'offre culturelle, sportive, de tous les atouts qu'a notre ville et notre agglomération, eh bien on doit parler d'autre chose. Et ça fait partie d'un job de maire, de régler ces questions-là. Mais les Stéphanois, ils attendent surtout qu'on améliore leur cadre de vie, une meilleure propreté de la ville, une meilleure sécurité. C'est encore un quart des emprunts de la ville sont des emprunts toxiques. Comment vous travaillez aujourd'hui là-dessus? Est-ce que vous êtes aussi soit dans l'attaque judiciaire, soit dans la négociation avec les banques? Alors j'y travaille énormément et je ne sous-estime pas la gravité de cette situation. Effectivement, il y a aujourd'hui deux attitudes. Une avec l'ASFIL où nous sommes en négociation. Donc l'ASFIL, c'est ce qui a succédé à Dexia. Hein. Exactement. Et puis DEFPA, contre laquelle mon prédécesseur avait engagé une procédure judiciaire qui est toujours en cours. Monsieur Faverjon, c'est très difficile de renégocier avec ces banques ou d'avoir une action judiciaire contre elles? Alors bien sûr, c'est très difficile de renégocier parce que bien souvent, les conditions qui nous sont proposées ne sont pas acceptables. La ville d'Unieux, par exemple, a un emprunt auprès de Dexia de 4 millions d'euros. Pour pouvoir en sortir, il faudrait qu'en plus des 4 millions d'euros que nous devons, il faudrait nous acquitter d'une soulte de 4 millions d'euros. Parce qu'il y a des clauses de sortie qui sont extrêmement élevées. Hein. Exactement. Donc c'est vraiment pas acceptable. Et il y a vraiment une bataille politique à conduire devant la justice, bien sûr, parce que nous considérons que les banques n'ont pas rempli leur rôle. Mais également une bataille politique, c'est le sens notamment de l'association Acteurs publics contre les emprunts toxiques que j'ai cofondée avec Maurice Vincent et également d'autres élus. Et c'est vrai qu'on regrette le fait que l'arrivée aux responsabilités de M. Perdriau ait conduit finalement la commune de Saint-Étienne à sortir de cette association. C'est une association qui regroupe des communes dirigées par des maires de toute sensibilité. Et je crois qu'on a tout intérêt à cette action collective. C'est un moyen de partager les actions que nous conduisons, mais également d'agir ensemble pour interpeller les pouvoirs publics. On sait à quel point il y a besoin qu'ils s'en mêlent. Pourquoi avoir quitté cette association, M. Perdriau? Parce que je considère que d'abord, elle n'a pas obtenu de résultats très significatifs dans ce combat. Ensuite, parce qu'encore une fois, je souhaite vraiment que l'image de ces emprunts et de la ville de Saint-Étienne soit dissociée. De grandes autres villes, des centaines de collectivités sont concernées. Et donc, je fais un travail... Soyons clairs, ce qu'on a dit, hein, Saint-Étienne n'est que une ville parmi d'autres. Une victime parmi d'autres, oui. Et puis, vous savez, il y a parfois aussi des doubles langages qui... Mais c'est pas intéressant justement d'avoir une action collective? Maurice Vincent, qui a présidé cette association pendant des années, s'est empressé, quand il n'était plus maire de Saint-Étienne, mais toujours sénateur, de voter une loi qui, aujourd'hui, justement, désengage Dexia de ses responsabilités. Ça veut dire qu'il n'a pas assumé justement sa responsabilité. Il aurait délai au bout. D'ailleurs, l'association, elle, s'est engagée contre. Et aujourd'hui, on a un moyen qui vient d'être ôté par le législateur de lutter justement contre cette banque. Et en même temps, l'État, on le comprend, il est jugé parti dans cette affaire. Alors je voudrais qu'on l'explique justement. Alors Dexia, effectivement, était une banque publique. Dexia a coulé, comme chacun sait, a coûté très très cher à l'État, qui s'est retrouvé avec les dettes de Dexia qui atteignent 10 milliards d'euros. C'est le volume estimé des emprunts toxiques. Et le problème, c'est qu'il faut bien que ceux qui ont contracté des emprunts les remboursent, sinon le trou va être encore plus important et c'est l'État qui est en train de l'assumer. Vous aviez trouvé une faille juridique pour attaquer, ça paraît un peu fou hein, quand on parle de sommes comme ça, mais c'est une mention sur un fax. C'est ça, il y avait une faille juridique que vous avez beaucoup utilisée, c'est que le TEG, le taux d'emprunt global, n'apparaissait pas sur les fax et c'était une faille juridique qui fonctionnait en fait. Hein. Effectivement, la loi prévoit pour protéger les consommateurs que l'ensemble des banques, lorsqu'elles proposent des emprunts, c'est vrai également pour les ménages, elle doit mentionner le taux effectif global. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est le taux d'intérêt plus l'ensemble des frais de dossier. Or, dans ce cas des emprunts toxiques, les banques n'ont pas mentionné dans les fax de validation. Vous avez attaqué avec cet argument juridique. Oui, et c'est un argument qui a fait florès d'ailleurs devant les tribunaux, puisque le Conseil général de Seine-Saint-Denis a gagné contre Dexia et d'autres collectivités ont gagné. Malheureusement, le gouvernement a décidé de faire voter une loi de validation qui autorise de manière rétroactive les banques à ne pas mentionner le taux effectif global, ce qui est évidemment dramatique pour nous. Ce qui fait que, du coup, il y a à nouveau un danger que vous ne puissiez pas justement renégocier ou gagner en justice contre les banques. Très clairement, ça affaiblit effectivement les attaques en justice faites par les collectivités. Et je souligne quand même l'incohérence de mon prédécesseur qui a mené ce combat au sein de cette association. Et puis,
au lendemain des élections municipales, votent le contraire. Malheureusement, ni le gouvernement que vous souteniez, celui de Nicolas Sarkozy, ni le gouvernement socialiste n'ont effectivement pris la mesure de l'enjeu. Et vous parliez de cette fameuse loi, il faut rappeler qu'elle a été validée par le Conseil constitutionnel, qui est présidé par un membre de votre parti, l'UMP. Donc effectivement, c'est un grand malheur, parce que finalement, on laisse les banques... C'est un peu plutôt collectivité locale contre l'État, plutôt vraiment qu'un combat de droite-gauche. Hein. Tout à fait. Bien sûr. Comme je vous le disais, en fait, les victimes sont de tout horizon politique. Notre association regroupe des maires de toutes les sensibilités. Simplement, c'est notre volonté de faire respecter la justice, celle de nos concitoyens, celle des collectivités, contre cette logique des banques qui a montré, je crois, une fois de plus, ses limites. Si je vous écoute bien tous les deux, si je comprends bien, avec cette histoire Dexia, soit c'est l'État qui va payer, soit c'est les collectivités locales. Dans tous les cas, c'est le contribuable. Non, nous, on a fait une proposition dans le cadre de notre association, c'est la création d'une structure de défaisance. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'il faut absolument permettre aux collectivités de se dessaisir de ces emprunts, parce que c'est une épée de Damoclès que nous avons sur nos têtes. Donc la solution, ça serait de mettre en place une taxe sur le système bancaire, ceux-là même qui ont créé ces produits, qui viendraient financer finalement la sortie progressive de ces emprunts-là. Donc il y a des solutions qui laissent en dehors du jeu les contribuables. C'est aux banques qui sont les responsables du développement de ces emprunts-là d'assumer leurs responsabilités. Proposition que le gouvernement a balayée d'un revers de main en Comme créant le un fonds de soutien, malheureusement. En créant un fonds de soutien qui n'a absolument rien à voir avec cette proposition. Donc effectivement, le risque, c'est qu'effectivement le contribuable soit mis à contribution, sauf à réussir à négocier avec les banques des sorties, ce dont on garde encore espoir. C'est ce que vous faites, hein, Monsieur Favergeon, par exemple. Vous payez un taux fixe, vous refusez de payer, vous devriez payer un emprunt toxique à 25% de taux d'intérêt, c'est complètement délirant, et vous restez à 4%. Nous avons choisi, comme d'autres, d'agir publiquement et de refuser ce diktat. Et donc, nous avons voté une délibération, c'était en 2009, bloquant le taux d'intérêt à 4%. Et effectivement, depuis 2012, en ce qui concerne Dexia, nous ne payons que 4% d'intérêt, même si la banque n'est pas d'accord. Elle n'a aujourd'hui pas attaqué notre choix par rapport à ça. Il n'est pas question pour nous de faire payer les unitaires sur cette dérive du système bancaire. Puisque vous aimez bien les petits coups médiatiques, on vous avez vu en début d'année arriver avec un chèque en bois devant le siège de la Caisse d'épargne, qui elle aussi vous a vendu des emprunts toxiques. On va voir les images si on les a. Quand vous êtes arrivé devant le siège de la banque, vous vous heurtez d'ailleurs souvent aux banquiers et à un manque à une grosse difficulté à parler avec eux. Oui, on a le sentiment de ne pas être entendu. Les banques n'assument pas totalement leurs responsabilités. Elles demandent aux collectivités de payer finalement les risques qu'elles ont pris. Et c'est évidemment pas acceptable pour nous. Donc effectivement, on a décidé d'agir tout azimut, de rendre publique notre bataille. On vous remercie d'ailleurs de consacrer un temps de l'émission à ce sujet. C'est très important d'avoir la bataille juridique, d'attaquer en justice et de continuer, bien sûr, de discuter, de négocier avec les banques. J'étais en rendez-vous d'ailleurs avec un établissement bancaire il y a 3 jours pour essayer de trouver des solutions de sortie. Monsieur Perdriau, quand vous contractez un emprunt bancaire maintenant au nom de la collectivité de Saint-Étienne, vous y regardez évidemment à 2 fois. Les élus sont vaccinés après cette affaire des emprunts toxiques. Je crois effectivement que l'ensemble maintenant des collectivités et des élus sont très prudents. Et d'ailleurs, des dispositions aujourd'hui législatives interdisent de contracter de tels emprunts. Merci beaucoup, Christophe Favergeon, d'être venu sur ce plateau. Pour mieux comprendre ce problème crucial, j'espère qu'on vous l'a bien expliqué, mais pour mieux le comprendre, je vous renvoie à la lecture de 2 ouvrages. D'abord, cette bande dessinée, publiée dans la revue dessinée numéro 5, qui est signée Benjamin Adam et Catherine Le Gall. Et puis, un livre également très complet, signé de la même Catherine Le Gall, avec le journaliste de Libération Nicolas Cory, qui s'appelle Dexia, une banque toxique, et c'est aux éditions de La Découverte. On va maintenant monter le son et parler des réussites économiques de Saint-Étienne, car il y en a beaucoup, avec notre second invité, Jacques Mahul. Venez nous rejoindre, Monsieur Mahul. Vous êtes le fondateur de la société Focal JM Lab, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux, on peut le dire, de l'enceinte hi-fi haut de gamme, voire d'ailleurs très très haut de gamme, puisque vous commercialisez une paire d'enceintes qui vaut 150 000 €. Bon, les 2 enceintes quand même, mais 150 000 €. Il y en a des beaucoup moins chers, je rassure tout le monde. Comme ingénieux, société optique de renommée mondiale, vous n'avez jamais voulu délocaliser de Saint-Étienne. Vous pouviez le faire. Je pouvais le faire, mais Saint-Étienne a été une terre d'accueil formidable pour le développement de l'entreprise. J'y suis resté, moi, 35 ans à titre personnel, puisque, comme vous le savez, j'ai cédé l'entreprise à un pool d'investisseurs. Mais pas des investisseurs étrangers, des investisseurs régionaux, vous teniez à ça ? Régionaux, rhône-alpin. Voilà. Un mot de l'histoire de Focal,
qui naît à la fin des années 70 à Paris d'ailleurs. Et vous allez ensuite à Saint-Étienne. Le démarrage et JM Lab a été créé à Paris en 79, enfin même en 78. Et je suis venu à Saint-Étienne dans un atelier de mécanique qui était tout simplement l'entreprise de mécanique de mon père. Et j'ai installé un département haute fidélité dans la mécanique avec une demi-personne au départ. Votre père, il administrait des entreprises à Saint-Étienne dans les années 70, ce qui n'était pas spécialement une partie de plaisir, parce que les années 70, c'est la grande période du déclin industriel de Saint-Étienne. Il fallait quand même être un peu fou pour monter une boîte industrielle à Saint-Étienne dans les années 70. Oui, mais bon, je n'étais pas dans le tissu industriel typique de Saint-Étienne. Bon, donc c'était déjà une forme de reconversion. Et d'ailleurs, en fait, la réussite de Focal, c'est aussi lié à sa reconversion industrielle, puisqu'on est passé de la mécanique à la haute fidélité, et surtout en 84, où la totalité de l'entreprise est devenue une société de haute fidélité, a changé de nom, ça s'appelait France Filière, c'est passé Focal, et tous les techniciens, les ouvriers ont suivi le projet, et ça a été pour moi un accélérateur formidable. C'est une fierté, Focal, pour le maire de Saint-Étienne, une boîte comme celle-là? Ah, mais c'est certain, parce que ça montre qu'une entreprise installée à Saint-Étienne est capable de trouver les facteurs de compétitivité pour réussir à un niveau européen, voire même mondial. Donc 70%, ça veut dire que 70% l'export, hein, quasiment. Presque 75. Ça veut dire que si Focal le fait, d'autres sont aussi capables de le faire et que notre territoire est en capacité d'offrir les moyens de réussir. Est-ce qu'il y a une tradition industrielle qui est spécifique à Saint-Étienne par rapport au reste de la région? Oui, parce qu'on parle, M. Meul parlait de la mécanique, ça reste le premier employeur de notre bassin d'emploi. Donc c'est une filière traditionnelle, mais qui a su évoluer aussi en modernité. Et d'ailleurs, la candidature à la French Tech, par exemple, que nous avons déposée auprès du ministère, consacre autour... C'est quoi la French Tech? C'est un programme lancé par le gouvernement pour valoriser les territoires qui souhaitent développer l'économie numérique, avec des enjeux très importants, qui ont déjà une réalité stéphanoise, plus de 700 entreprises, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, le numérique est au service de l'ensemble des filières, la mécanique notamment. Et je suis convaincu que le design, le numérique sont en capacité de transformer l'économie, le modèle économique de la mécanique et de les rendre encore plus performants et durables. Pourquoi ça marche à Saint-Étienne? Parce qu'il y a le personnel aussi pour ça? Oui, en fait, il y a un personnel très qualifié qui est malheureusement souvent, je dirais, le résultat d'une mutation industrielle assez douloureuse, hein, mais avec des gens qui ont un grand sens du bel objet, on adore faire des prototypes à Saint-Étienne, la série un petit peu moins, mais par contre le bel objet, l'amour du travail bien fait, la mécanique fine, délicate, tout ça, c'est dans les gènes, dans l'ADN de Saint-Étienne, et pour moi ça a été absolument parfait parce que j'étais à la recherche de personnel très qualifié. On n'était pas là pour des cadences infernales, on n'était pas dans la grande série c'était parfaitement adapté. J'ai trouvé un personnel remarquable. Avec Focal, vous faites deux choses, Monsieur Meul. Vous faites d'abord du haut de gamme, oui. C'est un peu un marché de niche. Vous faites aussi du Made in France total, c'est-à-dire qu'à peu près 80-90% de ce que vous fabriquez est fabriqué en France et à Saint-Étienne, à la Tallaudière plus précisément, puisque c'est là que se trouve votre usine. Est-ce que c'est ça l'avenir de l'industrie française? D'abord le haut de gamme. Oui, le haut de gamme, oui, mais ça je l'avais compris dès le départ. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être arrivé. On ne peut pas être compétitif avec la Chine. Dès le départ, on ne pouvait déjà pas, il y a 30 ans, être compétitif avec la Chine qui offrait déjà des produits naissants, c'était le Japon. Bon, et non, de toute façon, il n'y avait qu'une voie, c'était le haut de gamme. La deuxième chose, c'est que pour exporter, il fallait déjà ne pas vouloir se limiter ni à la région, ni même au national. Il faut aller au-delà, il fallait voir Europe, voir monde. Et pour exporter, on ne peut pas exporter des produits qui sont sous-traités ailleurs. On vend
surtout dans le haut de gamme. On vend un petit peu de la culture française, on vend de l'innovation française. Donc, il fallait absolument que tout soit ancré sur le territoire français. En pleine France bashing, comme on entend, d'avoir un drapeau bleu, blanc, rouge sur vos produits, est-ce que ça les fait mieux vendre à l'étranger ? Oui, ça les fait mieux vendre. D'ailleurs, on insiste beaucoup. Notre logo, c'était du Made in France pendant des années, et maintenant, c'est même Made in Focal, pour pouvoir dire on fait tout dans l'usine. C'est-à-dire, on est une société intégrée et qui offrons absolument toute la palette de fabrication. Puisque vous avez le maire de Saint-Étienne, un homme politique face à vous, est-ce que vous avez l'impression que dans votre développement, les politiques vous aident ou sont à vos côtés ? Alors, les politiques sur le territoire, sur notre territoire, oui, ils sont très concernés par la vie des entreprises, et je dois le dire, autant les mairies de gauche que de droite. Par contre, au niveau national, je suis extrêmement sceptique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'à voir le niveau de conscience de nos politiques quant au développement de l'entreprise, privée et publique même, mais surtout privée. Regardez la composition du Parlement, combien de parlementaires connaissent l'entreprise privée? Absolument personne. Il y a beaucoup d'avocats, de professeurs, des gens qui n'ont jamais intégré une entreprise, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et n'oublions pas que quand même notre ministre de l'économie récemment était un avocat. Donc c'est un peu désespérant. Il n'y a pas de sensibilité sur l'entreprise privée. C'est une analyse que vous partagez, Gaël Perdriau ? Je le ressens. Moi-même, je suis un homme issu de l'entreprise. Jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une carrière professionnelle et effectivement, je pense qu'il y a souvent un décalage entre la réalité vécue par les salariés d'ailleurs, comme par les entrepreneurs. Et c'est aussi une dimension que je prends en compte. Monsieur Perdriau ? J'étais cadre commercial. C'est une dimension que je prends en compte dans la politique publique. Et je suis convaincu que pour attirer les entreprises, il faut être à leur écoute, il faut être évidemment proche d'eux, leur faciliter leur développement. J'ai d'ailleurs pris une décision qui était un engagement de campagne concernant la fiscalité, puisqu'on a baissé la cotisation foncière des entreprises pour un peu plus de 10 000 entreprises de l'agglomération. Vous définissiez pendant la campagne, je me souviens, comme un non-professionnel de la politique, justement quelqu'un venu du monde de l'entreprise. Est-ce que maintenant que vous êtes aux responsabilités d'une ville de première importance, vous êtes obligé d'être un pro de la politique et d'être à plein temps? Je ne me sens pas. Alors, je suis à plein temps. Oui, ça, je vous confirme qu'avec les journées que je fais, les semaines que je fais, je m'y consacre pleinement. Je consacre toute mon énergie au développement de Saint-Étienne et aux Stéphanois. Mais je me sens... je n'ai pas changé dans mon comportement, dans mes relations avec les gens, avec la population, avec les entrepreneurs, avec les commerçants. Je me sens très, très proche d'eux comme avant. Vous plaidez pour le patriotisme économique. Je voudrais savoir une chose, c'est est-ce que vous vous sentez trop écrasé par les charges, par les impôts, comme on l'entend souvent du côté du MEDEF? Vous pourriez tout à fait, ce qu'on disait tout à l'heure, délocaliser ailleurs pour payer moins de charges, par exemple, ce que font un certain nombre de chefs d'entreprise. Pourquoi vous restez si votre entreprise est écrasée par les charges, comme on l'entend beaucoup dire du côté du patronat? Alors, écrasé par les charges, non, c'est excessif. Nous sommes un petit peu un cas particulier chez Focal, puisqu'en fait, la main-d'œuvre chez nous est à peine rentre dans les coûts globaux à 10% simplement. Donc, ça n'est pas là que le problème se situe. Par contre, dans d'autres types d'entreprises où le coût du travail est très important, et là, on peut réellement parler d'un coût excessif du travail en France par rapport aux étrangers. Ça, c'est évident. C'est indéniable. Et qui fait partir des entreprises et des emplois? Et qui limite l'expansion des entreprises et qui les pousse que dans certaines catégories, alors que maintenant, on parle beaucoup de relocalisation, puisque la Chine, les coûts deviennent de plus en plus importants, les distances, les communications sont pas simples. Donc, même chez Focal, on essaye de relocaliser de plus en plus.
ce que l'on avait fait faire à l'étranger, souvent par manque de compétences dans notre secteur. C'est pas un choix d'être allé chercher des composants à l'étranger, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus ce type de métier en Europe. Bon, donc, Très vite. La relocalisation est effectivement quelque chose que nous envisageons, nous, mais le coût du travail, effectivement, pour pas mal d'entreprises, est un poids énorme. Il faut travailler dessus. Merci beaucoup Jacques Mahul d'être venu, fondateur de la marque de Hi-Fi Focal et défenseur, on l'a compris, du Made in Loire. Il est midi, on va faire un point sur l'actualité en compagnie de Fabrice Cagnin. Bonjour Fabrice. Merci Fabrice et à tout à l'heure. La voie est libre, deuxième partie. On est en compagnie du maire UMP de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, et on va passer avec vous en revue quelques événements marquants de l'actualité de la semaine. Retour il y a une dizaine de jours, c'était chez vous. Oui. À Saint-Étienne, Nicolas Sarkozy tenait son unique meeting rhône-alpin de la campagne pour la présidence de l'UMP. Une façon de saluer d'une certaine manière cette nouvelle génération de responsables quarantenaires UMP que vous incarnez, Gaël Perdriau. Est-ce que vous vous définiriez comme étant génération Sarkozy ? Non, je me sens pas... je veux dire, si je suis arrivé, j'ai été élu après que Nicolas Sarkozy ait été président de la République. En tout cas, c'est vrai qu'en 2007, il incarnait un véritable espoir, un dynamisme aussi à la tête de l'État. Il a affronté une crise économique historique et on a fait partie quand même des rares pays à en souffrir sans doute le moins possible. Sa venue est dans un autre cadre. C'est dans le cadre de la présidence, campagne pour la présidence du parti. Il incarne toujours cet espoir pour vous, à titre personnel ? Écoutez, il est venu parce que effectivement, il y a une campagne dans le cadre de la présidence de l'UMP, dont je suis membre. Il y a donc un choix à faire dans quelques jours maintenant. Et je pense qu'après les épisodes malheureux qu'on a connus depuis 2 ans dans ce parti, il est temps de retrouver un chef, un cap. Et je pense que c'est effectivement le mieux placé pour apporter la contradiction au gouvernement. Pour dire les choses clairement, entre les trois, Mariton, Le Maire et Sarkozy, vous soutenez Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy est venu à Saint-Étienne, oui, c'est qu'effectivement, il a compris que j'avais choisi, oui. Si je vous parle de Sarkozy, de cette fin de campagne sur la présidence de l'UMP, c'est pour ses propos notamment qu'il a tenus samedi dernier à Paris. Quand on dit qu'elle doit être réécrite de fond en comble, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Voilà, donc voilà, reparti dans le débat sur le mariage pour tous. Est-ce que Nicolas Sarkozy, à votre sens, a commis une erreur politique en demandant l'abrogation de la loi Taubira ? En tout cas, je ne partage pas ce point de vue. Moi, c'est une période qui a été très douloureuse, je vous le dis, parce que je pense d'abord que le mot mariage était un mot mal choisi. Je pense aussi que la France avait besoin, franchement, d'autres décisions que celle-ci. Et surtout, ce qui m'a fait souffrir, c'est cette division qu'on a vue entre les Français, quels que soient les partis d'ailleurs, mais vraiment une division de la société française, du peuple français. Et je trouve qu'il n'est pas aujourd'hui opportun de remettre ça sur le tapis. Pour moi, le débat, il a été tranché. Ça faisait partie des propositions qui figuraient au programme de François Hollande. Les électeurs l'ont choisi. Il a appliqué ce qu'il avait dit qu'il ferait. Vous en avez célébré des mariages homosexuels à Saint-Étienne ? Non, pas encore, parce que ça ne s'est pas produit. Mais j'ai annoncé que si on me le demandait, je le ferais. Je suis un républicain, je respecte la loi et ça ne me pose pas de problème. L'Assemblée nationale a examiné cette semaine la réforme territoriale qui prévoit notamment la réduction du nombre de régions de 22 à 13. Le vote solennel qui entérinera cette nouvelle carte est prévu mardi prochain. Pas de polémique dans notre région sur le choix de la mariée. Ce sera donc l'Auvergne. Et du coup, Gaël Perdriau, vous voilà au centre de cette très grande région à 12 départements. Il y a une pétition qui circule en ce moment demandant que Saint-Étienne en soit la capitale. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde encore sur cette pétition. Est-ce que vous pourriez la signer ? Oui, je pourrais la signer, bien sûr. Tout ce qui défend les intérêts de Saint-Étienne m'intéresse. En tout cas, c'est vrai que le fait que cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne, que je soutiens, je pense que c'est une bonne proposition que fait le gouvernement dans cette réforme territoriale, place effectivement, c'est géographique, Saint-Étienne au centre de cette nouvelle région qui Mais sans rire, Saint-Étienne pourrait vraiment candidater pour être capitale, car il y aura un vote après les élections régionales début 2016, une fois que les grandes régions sont mises en place, pour choisir les chefs-lieux.
Oui, c'est vrai qu'elle a une position très, très centrale. Et puis, je pourrais avoir des relations très régulières avec le maire de Lyon, avec le maire de Clermont-Ferrand. C'est une ville qui a aujourd'hui effectivement tous les atouts pour concentrer un certain nombre de responsabilités régionales. Ce sera la deuxième région de France, une région qui enfin sera visible à une échelle européenne. Et je pense que Saint-Étienne a une belle carte à jouer dans ce développement. La date des régionales n'est pas encore connue, enfin ce sera en décembre 2015 normalement, mais la campagne elle a déjà bien commencé au sein de l'UMP, entre deux candidats à la candidature, Laurent Wauquiez, le député maire du Puy-en-Velay, et Michel Barnier, l'ancien commissaire européen. Les deux ont été entendus par les élus régionaux hier à Lyon. Vous-même, vous avez tenu une conférence de presse hier à Lyon avec un certain nombre d'autres maires de la région, en particulier Nicolas Daragon, le maire de Valence, pour soutenir Laurent Wauquiez. Pourquoi ce choix ? Je connais bien les deux hommes, je connais leurs qualités et je pense effectivement qu'aujourd'hui la région Rhône-Alpes, qui est une région un petit peu en panne, qui ne sait pas apporter les réponses attendues en matière d'emploi, en matière d'apprentissage, qui sont quand même ses principales compétences, a besoin d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, cette énergie, pour moi, est représentée par Laurent Wauquiez. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a des qualités humaines très fortes. Beaucoup d'expérience. Je pense que... Et moins de mandats, puisqu'il n'y en a pas du tout, alors que Laurent Wauquiez, lui, en a beaucoup. Je pense que Michel Barnier a également beaucoup apporté au développement de cette région. Il a une connaissance du fonctionnement européen qui peut être très utile. Mais encore une fois, je pense que le message qui est apporté auprès de nos concitoyens, cette proximité, d'abord, Laurent Wauquiez est né ici, il vit ici, il est un trait d'union pour moi parfait entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. C'est aussi une nouvelle génération d'élus qu'il représente. Il a également la stature d'un homme d'État, il a été ministre à plusieurs reprises, il est maire, il comprend nos préoccupations. Et je pense qu'il a une belle synthèse qui fera avancer Rhône-Alpes. Vous seriez sur sa liste au régional? Vous aimeriez siéger à la région en plus de votre mandat de maire de Saint-Étienne? J'ai déjà annoncé que je souhaitais me consacrer pleinement aux Stéphanois et à ma ville. Je suis maire de Saint-Étienne, président de l'agglomération. Encore une fois, j'y consacre énormément d'énergie et je veux réussir ce que j'ai promis aux Stéphanois. Le 1er janvier, Lyon devient métropole. Est-ce que l'hyperpuissance de votre voisin commence à vous inquiéter? D'autant que le maire et président de la métropole lyonnaise n'est pas de votre bord politique, Gérard Collomb. Oui, ça ne m'empêche pas d'avoir d'excellentes relations avec lui. Vous savez, il y a le temps de la campagne électorale, le temps du débat, c'est normal. Et puis, une fois qu'on est élu, on tire la légitimité de l'élection. Et à ce moment-là, on est là pour défendre les territoires. Nos électeurs, ils ne nous ont pas élus pour qu'on se chamaille les uns les autres. J'ai rencontré à plusieurs reprises Gérard Collomb, avec qui j'ai quelques affinités. On s'entend très bien. En tout cas, on travaille ensemble sur des dossiers qui sont importants. Et cette collaboration, je n'y vois que des avantages. Est-ce que Saint-Étienne aimerait, elle aussi, devenir métropole et se séparer du département de la Loire, comme Lyon le fait aujourd'hui avec le Rhône? Je ne dirais pas séparer du département de la Loire. En tout cas, c'est ma volonté, oui. J'ai une ambition très forte pour cette agglomération, parce que, comme le disait M. Mail tout à l'heure, comme il le confirmait, je suis convaincu que nous avons énormément d'atouts. Nous avons une grande université multidisciplinaire, nous avons toutes les grandes écoles, école des mines, ISTP, école de commerce, l'ENISE, l'école d'architecture, l'école de design, qui est dans les 3 premières en France, Subtélécom. Nous avons le 2e bassin de PME et de PMI après Rhône-Alpes, après Paris, pardon. Nous avons également en matière culturelle des atouts à faire jouer. Et je suis convaincu que cette opportunité de grande région qui va s'appuyer sur les métropoles pour décliner les différentes politiques régionales sera un atout supplémentaire pour Saint-Étienne. C'est ce que j'ai proposé d'ailleurs au maire de l'agglomération. Manifestation, c'était mardi devant l'hôtel de ville de Saint-Étienne, des personnels territoriaux qui avaient par ailleurs appelé à la grève. Il y a eu du reste pas mal de perturbations dans les services publics de la ville. Les grévistes se plaignent de la réduction du nombre d'agents qui se manifestent en réduisant le nombre de CDD. Les contrats déterminés sont là pour remplacer des agents qui sont en maladie. Quand on ne remplace pas les agents, la charge de travail se répartit sur le reste. On a une augmentation de la pénibilité avec des risques d'accident du travail, une augmentation d'un certain nombre d'arrêts maladie, de la charge de travail. Du coup, les économies qu'on souhaite réaliser, si on prend tous ces éléments, le coût global, finalement, les économies ne sont pas réalisées. Alors, est-ce que vous faites des économies, M. Perdriau, sur le personnel stéphanois? Écoutez, quand le gouvernement décide d'une réduction très importante des dotations aux communes, c'est 5 millions d'euros pour Saint-Étienne par an.
quand elle décide d'imposer des réformes comme la réforme des rythmes scolaires, qui ne convient à personne et qui coûte à la ville 2,5 millions d'euros par an. Qui est d'ailleurs bien compliqué à Saint-Étienne, avec 2 systèmes. Mais revenons aux agents. Vous réduisez la voilure en termes d'agents ? Quand, dans le même temps, nous avons décidé d'une pause fiscale, parce que depuis des années, les impôts ont augmenté de manière considérable et sont devenus insupportables pour les Stéphanois. On réduit effectivement les marges de manœuvre. Et donc, j'ai reçu les délégués de la CGT qui manifestaient. Ça représentait environ 10% des agents de la ville. Et ils ont compris les objectifs que je souhaite atteindre pour Saint-Étienne. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'ils partageaient ces objectifs ambitieux pour notre ville, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'un déclin démographique. Parce qu'on doit tout faire pour attirer de l'emploi et de nouveaux habitants dans notre ville. Et évidemment, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais c'est aussi pour ça que les Stéphanois m'ont élu. Sur le nombre d'agents à la ville, alors vous n'allez pas diminuer le nombre d'agents, vous diminuez le nombre de CDD, en l'occurrence, c'est là-dessus que vous faites des économies. C'est du service public en moins, du coup ? C'est des choix qu'il faut faire. Les priorités que j'ai fixées à mes services, c'est une ville plus propre, une ville plus sûre, avec le recrutement de 100 policiers municipaux supplémentaires. C'est une ville qui offre un cadre de vie plus agréable. Et donc, il faut rationaliser certains services, oui. Autre dossier de la semaine, c'est la fameuse autoroute A45 Lyon-Saint-Étienne qui doit doubler l'actuelle A47. L'appel d'offres est clos, mais on ne sait pas qui va être choisi comme concessionnaire, ni même qui est candidat. Est-ce que c'est une opacité qui vous inquiète ? Vous avez d'ailleurs écrit au ministre des Transports cette semaine. Oui, j'ai écrit au ministre des Transports, d'ailleurs au lendemain de mon élection, parce que cet A45 est effectivement un projet qui est indispensable pour le développement de nos territoires. Alors ça, c'est l'opinion côté Loire, parce que côté Rhône, l'opinion est inverse. Non, Gérard Collomb ne s'oppose pas à la 45. Il discute sur l'arrivée de la 45 sur Lyon. Il a un Conseil général du Rhône est opposé, lui, à la 45. Enfin, comme vous l'avez dit, le Conseil général du Rhône ne pèse plus beaucoup aujourd'hui dans le paysage. Donc le projet de la 45 n'est pas remis en cause par les élus lyonnais. Ils veulent discuter de l'aboutissement. Moi, je suis tout à fait ouvert à en parler avec eux. Mais sur le fond, ils sont conscients que cette autoroute est indispensable pour notre économie, pour nos entreprises et donc pour les emplois. J'ai écrit une première fois au lendemain des élections municipales. Bon, le ministre a changé. C'est vrai que le gouvernement est relativement instable. Il faut... j'ai écrit de nouveau lorsque M. Vidalis a été nommé ministre des Transports, en co-signature avec le président du Conseil général, tout aussi attaché à cette autoroute. Et on n'a pas de réponse, effectivement, du ministre, alors que les appels d'offres sont clos, que les entreprises ont remis leurs propositions le 30 septembre, et que le gouvernement s'était engagé à nous remettre ces offres pour qu'on puisse évaluer la qualité de ces propositions. Ça veut dire quoi, que pour vous, derrière, il y a un loup, il y a une remise en cause de cette autoroute, contre d'ailleurs laquelle on trouve le préfet de région, par exemple Jean-François Carinco, qui est plus que frileux sur cette autoroute. Moi, j'avais compris qu'un préfet, c'était là pour appliquer une politique des élus. Donc si c'est le préfet Carinco qui décide à la place du gouvernement, il y a effectivement des soucis à se faire. Mais vous êtes inquiet ? Parce qu'on en parle depuis 10 ans, 15 ans de la 45. Le président de la République est venu à Saint-Étienne pour affirmer que c'était un engagement qu'il tiendrait. Donc que vaut la parole du président de la République ? Merci beaucoup, Gaël Perdriau, d'avoir participé à cette Voix libre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Pascal Denot, Dominique Dumas, Xavier Dong, Marie Huguet et bien entendu l'infatigable, increvable et surtout indispensable Adrien Gros-Radenez. Denis Milan était à la réalisation. Les programmes régionaux de l'après-midi sur France 3 Rhône-Alpes à 15h20 dans la case documentaire, le film L'avion du lac, qui va répondre à cette mystérieuse question. Mais pourquoi donc y a-t-il, depuis mars 1943, un avion allemand au fond du lac du Bourget ? À 16h20, Laurent Guillaume et ses Chroniques d'en haut, le magazine de la montagne, nous emmènent pas très loin, en Isère, dans le méconnu massif du Taillefer. Une merveille naturelle, vous verrez ça. La prochaine Voix libre, ce sera samedi prochain, à 11h30, à la même heure, au moment où se tiendra à Lyon le congrès du Front National. Je recevrai Bruno Gollnisch, député européen et président du groupe Front National à la région Rhône-Alpes. Merci de votre attention. À suivre l'édition nationale qui vous est présentée ce week-end par Catherine Matoche. Passez un excellent après-midi. Très bon week-end.